Fred, you can start, and people will connect Okay, as we beginning. so I shall start. So thank you very much for joining us today. So it's a special Biotech US webinar. It's intended to be very pragmatic, and we divided the webinar into three presentations. The first will be from Mark, that is an approach to the US biotech market. The second one will be about a testimony of a French biotech CEO. And the third and last, a presentation of the biotech ecosystem and space industry. So first, I would like to introduce Mark, our first speaker. So Mark has been my boss, as you can understand, from my early days in the pharma industry. That was, as said, 28 years ago. He was my mentor, in fact, even if it was not easy for Mark to work with me because I'm a very stubborn French person. But that's another story. So Mark, please, without further ado, the floor is yours. Thank you. I'm going to share my screen and talk through a few slides with the audience here. Hold on the Zoom share. We all have our skills now with Zoom. Yeah, get better. So, yeah, we better, right? So I took the perspective here, which is my perspective, of trying to sell something to biotechnology companies. And I have mostly been involved in selling things to people in the early and middle stages of human drug development. So there are other aspects of what a biotech company does, for example, manufacturing their products, that I haven't really, I can't give you much perspective on that, but I can tell you what it's like to try to sell into their R&D operations. And hopefully this will be of some use to you as you contemplate your own opportunities in that market. So that's that, kind of the background of this. So I will seek to define this and tell you how I look at it in allocating selling resources to it, how people segment the market, the pieces of the organizations and industry touch points that you might take advantage of to catalyze any efforts that you have in this area. Thinking about the quote biotech, the small company in this zone versus the large pharma. Actually, the large pharma are developing the majority of biotechnology drugs. People don't realize that. People talk about a biotech and they think they are the only ones developing the large molecule type products, but that is not true. Hoffmann La Roche, the huge pharmaceutical company, is actually the largest company by sales of biotechnology. So there are some well-recognized segmentation tips that I can offer for selling to the large pharma versus the smaller biotech, as you may go about that. And then I have hypothecated what I would do if I had a year to kickstart a plan to start selling into the US biotech market, what I would do, who I would hire, how much I think that would cost, and hopefully this will be of use to you. So, what is biotechnology? So it's using some aspect of living systems to make a medicine or make a diagnostic. And this arose out of biology, but also out of the other main scientific disciplines that feed into conventional small molecule drug development, such as pharmacology, toxicology. All of that still applies. Some people believe that if you are dealing with molecules or proteins, for example, that are already present in the human system, for example, growth hormones, that you have fewer toxicology problems because the body is already accustomed to this molecule, and that may be the case. But the FDA still requires that all of the conventional processes for testing a small molecule are also applied to the large molecules. Large molecules have been particularly profitable for those who are selling them, because typically there's a very complex manufacturing process that is difficult for a competitor to duplicate. In the small molecule world, what do we mean by a small molecule? Well, the chemists talk about the number of carbons
So you might have, 5 or 8 or 10 carbon atoms in a small molecule therapeutic. You might have 2,000 carbons in a big protein. So these are large, very, very large by molecular weight or other, size, other ways that the chemists would measure the size of a molecule. And therefore, manufacturing a generic to match up to a 5 carbon molecule is much, much, much simpler than manufacturing a 2,500 carbon protein, where there could be many, many chances for it to misfold or something. So you get into the concept of a generic, which basically just has to prove that the same amount of it gets into the patient's body. That's the small molecule generic that we all know, versus the biosimilar, where FDA and others have kind of given up and have said, look, not only do you have to prove that there's the right amount of it in there, but you've also got to do the efficacy work again and persuade us that your 2,500 carbon copy molecule, your big molecule, your biotech molecule, does the same job. So my background has been in human therapeutics, not agriculture, where there are a lot of biotech applications. You've heard of the genetically modified organisms. I think some of those are more able to be sold here than they are to be able to be sold in Europe, where there's more fear of them, if you will. And here's kind of my zones. I haven't really been involved in the commercial zone. So if you step back and look at this strategically, why would we be interested in biotech? And so if you look at worldwide pharmaceutical sales, counting branded patent protected drugs, counting prescription drugs, counting generic prescription drugs, counting biologics and biosimilars, all of that is about 1.4 trillion US per year, per the market company IQVIA. And the US, because we have no price controls, is about 50% of that market. And biotechnology products, you can see the percentage of sales has been increasing. They currently make up about 29% of the total market, with the small molecule and other making up 71%. So it's about a third of a $1.4 trillion market. So it's about a $500 billion market, globally per year. A lot of these biotech products, as I mentioned, are sold by large pharmaceutical companies who have other products, who have profits, who have R&D budgets, who are paying dividends. But probably 1/3 to 40% of the biotech pipeline is being developed by pre-revenue companies. So here's kind of the end state for those pre-revenue companies is that they become IPOs. So IPOs are going up, and if I had another chart here, I could show you that biotech funding is going up. And the funding of the pre-revenue companies, of course, is the fuel that they put into their budgets for paying for R&D and for paying for the products and services that a company like my company provides. So overall, this is a very healthy industry. It attracts investment. It attracts investment because there are IPOs on the other side to monetize that investment and to pay back the investors. And so it has a very, very bright future. And we've only seen this confirmed over the last year with the fantastic success of the messenger RNA vaccines, where there have been tremendous, unexpected from people like me, unexpected scientific breakthroughs in the pandemic. I mean, this is one of the most amazing industrial achievements of my lifetime is the R&D, the RNA vaccines. So now getting specific, if you were going to try to sell to biotechnology companies in the world, where would they work?
And so it's a little hard to figure out where the work is really taking place. But I do know where certain people who go along with drug development work. And so there are very detailed country level surveys of, for example, the people who look at drug kinetics, the pharmacokineticists. And that's a main market for our company. So we track this very closely. And you can see that about 50% of these kinds of scientists that every company testing something in animals or people must have, or they must buy a CRO who provides this. So you have about 50% of the global market in the US, and then you can break the US down by state and region, and you would see that most of this 9,000 are in about 10 states. And I think I have a graph here. So the graph shows that most of the people who could buy your product if you're selling something to biotech R&D are in only these 10 states. And in fact, the large pharma make, because they produce 2/3 of biotech drugs, make the job even easier. So if you can sell just to these 25 large pharma in these 10 states, in fact, you have probably 50% of the total market in just 25 target companies. So there's a long tail of many, many, many biotechs, probably several thousand in the US by some counts. But if you're selling something, you can get a lot of sales out of just 25 targets and out of a pretty narrow geographic focus. And the number one focus would be right here in Boston, Cambridge area, and in the Northeast. So you could really attack this market with one salesperson. If you were a French company saying, "Hey, how do I get a start in this?" You would approach this geography, and you would call on these people, and then you would also call on the many little biotechs around here in your spare time, and that would be your quickest way to get sales. In addition, as with most large industries, there is an ecosystem of regulators and professional organizations, and the same is true of the pharmaceutical industry. So, of course, at the top of the list is FDA. FDA has 9,000 employees. It's a huge organization. It is somewhat backward in many ways. It was one of the last organizations to get email, for example. They've caught up, kicking and dragging. But they are, if you're selling something that is a novelty, a new way of doing drug research or proving that a drug works, FDA is going to have to be convinced that your method is valid. So if it is convinced your method is valid, it will probably put a guidance in place. So it issues guidances to industry periodically. And it's a very, very simple but effective strategy to align your company's offering with FDA guidance. You know, that's what FDA is saying it wants. Fine, make your product give FDA what it wants, and the industry will have to follow. So line up with FDA. The second thing is that a lot of the decision makers attend 3 meetings: the DIA meeting through this group, the bio.org meeting, which is held on the West Coast. 1,400 companies belong to that. So many, many, many biotechs belong to that. And they are all companies that have enough money to organize such a trip for their people. And then in Boston is the massbio.org. And it's focused on Boston, but they have also attempted to provide to their member companies certain purchasing consortia in alliance with venture capital groups, who also, many of them have offices in Boston. So if you are a biotech and you need lab services, you could go by yourself to Thermo Fisher or one of the big labs and try to negotiate a contract, or you could join MassBio
And MassBio has already negotiated a purchasing discount for MassBio members with Thermo Fisher. And you can just jump on top of that, and without any trouble, you're getting the best rates on your lab work. So there are some nice benefits to joining these organizations. So this is what I would call the table stakes, is to be lined up with FDA, join these 3 organizations, and start attacking from Boston in to the US biotech world. Now, I mentioned that the long tail of pre-revenue companies are getting their funding from the venture capital community, either first round, second round, Series A, Series B, you've heard the terms. And certain VC organizations are disproportionately responsible for that. The biggest one is probably Third Rock, which is a brilliant organization that I believe has 30 investments, 30 investments. And so, you know, the top 10 or 15 VC groups are also good people to know, and they may be able to introduce you into the scientific and operational leadership of biotech companies. So that's some ways to really get your claws into the market. I made the point that there are biotech products, and then there are biotech organizations in the way people loosely use those words. So you appreciate the difference that the organization. There are 1,400 such organizations, but most biotech products, 2/3 of them are manufactured by the large pharma, and they account for a big chunk of all R&D. So if you're selling to both groups, large pharma and small biotechs, there are some obvious differences. The large pharma and the small somewhat overlap in geography. No revenues, huge revenues, private, public. You're selling to your end user, but in the case of the large pharma, you must also go through the dreaded procurement department, who will torture you, who will claim they don't need you, who will delay things, who will drag out sales cycles to put pressure on you. I mean, all of the BS that someone might read in a magazine article on negotiation strategy that you would find in the back pocket of an airplane seat. They do all that stuff. So it's kind of miserable. Those of us who have been doing this for a while have seen these people come in, and we wish they would leave. You will have an opportunity to sell a broader offering to the biotech. Many of the large pharma will confine you to your core competence, and they will not accept anything beyond that. They will have separate functional providers. So the best is probably a hybrid model where you can provide broader groups of skills if the small biotech wants it, but you're also capable to competitively and economically provide just your core offering to the big guys. And of course, the price sensitivity of the small biotechs surprisingly is low. They're under time pressure. They don't have the benchmarks for what things cost. The large pharma, it's much higher, it's much tougher. They will beat you up on price. And then the tantalizing part about the small biotech is it's a small decision group. If you hit them at the right time, they have a need. It's 1 or 2 people to make a decision. They can act quickly. However, they may not need you when you first call. So you're calling multiple times, and there may not be follow-on work. So you may only get one project out of them. So that creates a high cost versus a scenario where you may get lots of follow-on work from your original selling. So here's my 1-year plan. You must, of course, have English language digital materials. I'm sure you would. You would hire someone in Boston, and you would not hire a rookie. You would hire an experienced person. You will save a lot of time ramping up, and they will know where the budgets are. They will know where the people are. They will know how to allocate their time. You would hire your first one in Boston. You would hire your second one also on the East Coast. And number 3, you go to California, but not before. And you're going to pay for it.
These people are in high demand. So you're looking at 300,000 to 500,000 per person when they are hitting their sales numbers. And they would probably have a sales quota of 2 to 3 million, 2 million for services, 3 million for software. Pardon me, software, 2 million, services, 3 million. Okay. And then you would join the organizations as indicated, line up with FDA and collaborate with them, visit them, make them your friends, publish if you can, if you have something scientific, anticipate your sales cycles and your time for putting in master services agreement. You won't get sales in the first quarter. You won't get much in the first 2 quarters. It'll take you 2, 3, 4 quarters to really ramp up. And then your biotech will need more hand-holding and will be amenable to offering more. So take advantage of that. Partner with people who could offer more and make that part of your business plan. And then lastly, you might be tempted to partner with another vendor. This is what I've seen a lot of software companies try to do this. Go find a software vendor who's already selling there and they're selling kind of to the same people. Maybe they would sell our stuff too. And I've only seen that work where the two partners really need each other. It's not an afterthought for the other side. And they already have the technical capability to represent your product. So you don't have to educate them and, overcome their ignorance or their fear of something new. And they should be small enough that your activity is meaningful to them. It's tempting to go with the big guy if you're a startup because the big guy has such a wide base of customers, but also you are small compared to them and they don't have much reason to pay attention to you. So those are my thoughts in partnering with a software vendor or a services vendor. Be careful. It has some benefit. So to sum up, we've talked about what I mean anyway by a biotech. We've talked about the geography. We've talked about some of these organizations where you might be able to leverage what you're doing. The differences in selling to the biotechs versus the large pharma, and then my hypothetical plan for if I were you and I was trying to sell something to the biotechs, how I would try to do it with about 600,000 or $1 million of expense in the first year, and some of the questions around partnerships. So I pause there and leave a little time for any questions if you may have them. Thanks, Mark. Very interesting. I have one question. One of from our perspective, we think that US is always risky regarding regulation and the impacts of in case of any issues about our products you are selling in this country. Is that a reason why we should also deal with a big partner in the US and not going just in front? I guess if you're trying to get an idea of how the regulatory will unfold for you, you have two choices. One, there are very good consultants who are ex-FDA, who know still the people in their old departments and in the different therapeutic area or zone of a therapeutic or a medical device. They can give very, very good advice on how the agency would look upon something novel. Give you an idea what the receptivity and the pathway would be for it. Or you could go with a partner, but of course that partner is going to charge you for that privilege because they're not doing it for free. I might go down a path of trying to get some advice, daily advice for a couple days tutorial, if you will. You might pay $3,000, $5,000 a day for that. Get a couple of Zooms and really get all your questions answered, and then make a decision. Do I want to tie up with somebody else who has a regulatory group who's been developing in this area, or go my own way? Right. And I have a second question about the turnover of key employees. Well, the amount of salary you mentioned are quite big in comparison with what we are expecting in France. It's 3 times more, I think. Yeah. And how could we secure that aspect
the key employees, because if we want not a rookie, so we have to pay it. But I suppose those guys are very demanded. Well, they are. So they're selling for the big companies like Medidata and others, and those are they lure them away from us, and we have to compete with that. You might consider doing something that's either helping them own some equity in your company and pay some of it, maybe vest the equity over 3 years or something, so you have some glue there. I would look at creative compensation, and you might not think of that for salespeople, but in this market, if you're managing them from a distance, I don't think you're not going to be able to give them day-to-day management. They're out there on their own. You want the experienced guy who can really lay out his own plan and figure out what he's going to do every morning by himself. So I would pay up for it and try to glue them in with longer term incentives, so they're really leaving something on the table if they leave. It's not uncommon when we've had to hire people. We say, well, what are you leaving on the table? We want to hire you now. It's September. And they say, well, I'll get 100,000 in March if I stay for my year. So, make me whole on that and I will come. So it's got to be even enough glue that more than 1 year of conventional bonus is exceeded. Okay. Great. To really glue them in. Now, if the product isn't selling and they can't make their commissions, then you're kind of in trouble. You're trying to make it up to them, but there isn't really the support in your company probably to pay this sales guy who didn't deliver, right? If the product slows down or the launch is delayed or something and they can't sell it, it's hard to keep burning that expense, and you do have turnover there. I'm talking about a good scenario where the product is there and it's just a question of keeping the right people glued in. And the salaries are higher here. But remember, we're all screwed if we retire. You guys actually have a real country that takes care of yourselves. You have the fraternité, right? Well, we don't have that. We're like, screw you, you're on your own. Good luck to you. okay, and I had what about, how do you see the innovative French companies? How are we seen as very interesting companies for the US, or is it a dream for us, the French? Was thinking, because we are horn, you see, we are shouting a lot, but is it a reality? Well, I'll give you two just personal observations. So one is the company Sanofi. So I view Sanofi as one of the toughest companies to do business with. In fact, unpleasantly so, because they have gone down a path of procurement. Every year they come to us and they say, we can't pay what we paid last year for the same. You have to cut price every year for us. We're sorry. Our hands are tied. They're miserable to deal with. The good group that I would cite is a group called Lixoft, Lixoft. These guys are a couple dozen mathematical programmers south of Paris, down near the Orly airport, in a little, I think it's actually a government subsidized industrial park. And we took Ubers down there and visited for a couple days with them, that we were trying to buy them. And what an energy, what a vibe they had. It was exciting. They were right on the front edge of the science. I mean, this is a branch of science that I think the French are known for. That is the translation of pure mathematics into an applied zone. And that's what these guys were doing. And they would have been the leaders of all of that within our company. We had probably a dozen, engineers and mathematical programmers that are all kind of scattered, but we wanted to consolidate it under the leadership of these people. And they were absolutely top people. And so we would have looked at that as, France would have been our center of excellence globally for this particular area.
And they've continued. We wound up not buying them. Another American company did, and they have continued to innovate and continued to be successful. So some of it's very innovative, Okay. my view. Thanks a lot, Mark. Fred, do you want to? No, I don't have much more question. Yeah, the one question, Mark, as you said, it's really critical to find a good consultant or some guy that former FDA employee. But where and how do you find those people? Because when you are a French person, you don't know those people, so it's quite difficult to identify them. Well, there is a group that has, I would say, more ex-FDA than anyone else, and that is called NDA Consultants. NDA, like new drug application. I don't think it stands for that. I think it stands for the 3 guys who founded it, and they made a clever name. But that would be my approach. And if you have trouble reaching those folks, give me an email, and I'll be happy to forward it on to the people I know there and get you hooked up. Thank you, Mark. Thanks a lot, Mark. Fantastic, great, awesome. I hope it was of some use. It Yeah. was, yes, thank you. It was, yeah. All It right. Well, was, have a good afternoon, and And, all best luck coming and giving some innovation to our country. We need it. we travel in New York next January if everything is on the road. So maybe we could have a chance to meet in Boston. That would be somewhere. delightful. Yes, I'm over in Princeton, New Jersey, so I can take the train into Manhattan very, very easily. All right, great. All right. great. Have a nice Get day. in touch. Take Thank care. you, Mark. Cheers. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Philippe, I think Philippe is here. Yes, I'm here. Yeah. Bonjour, Philippe. Salut Frédéric, ça va? On peut parler français si tu veux. Il n'y a que des Français maintenant. Ok, bah, parfait. Ou en anglais, si tu veux. Non, français, ça me va bien, Ça si ira. j'aime bien. Ouais. Bon, ben, merci. Je suis un peu sombre, mais c'est un peu tôt et dans le Montana, le soleil n'est pas encore vraiment tout à fait sorti. Là. Je suis donc. Ouais. Bon, ben, merci Philippe d'avoir accepté donc de parler aujourd'hui. Donc juste pour vous présenter Philippe. Donc Philippe et moi nous avons travaillé dans le même laboratoire, donc dans le sud de la France, qui s'appelle Galderma. Et nous avons travaillé ensemble il y a 2 ans sur un dossier de création de start-up en dermato, projet qui n'a malheureusement pas pu se concrétiser. Et donc, et voilà, quand nous avons décidé d'avoir ce séminaire sur les US, approcher les US, j'ai tout de suite pensé à Philippe, puisque Philippe, de toute façon, va se présenter. Mais donc, c'est une personne qui est partie aux US, qui est professeur à l'université, mais également donc, a fondé une start-up en dermato. Mais je te laisse la main, Philippe. Parfait. J'ai un slide deck, je vais le partager. Si j'arrive. Normalement, c'est bon. Alors. Ok, donc en fait, j'ai un slide deck qui était qui est en fait très informel et n'hésitez pas à me poser les questions, quoi. Donc c'est un peu pour raconter le parcours et mon parcours et puis ce qui est très en fait créer une start-up qui de type pharmaceutique aux États-Unis et quoi gérer puisque en fait le président speaker là, il parlait vraiment des États-Unis. Moi, en tant que Français venant aux États-Unis, c'est vrai que les choses paraissent très simples et très faciles aux US, mais il faut vraiment arriver à trouver son chemin. Et par contre, il y a plein de façons de faciliter la création de startups et la génération d'argent et les aides pour ces startups aux États-Unis. Donc, en fait, Dermaxon, c'est une startup qui a été créée en 2013. On a plusieurs projets en cours. Il y en a un pour lequel on a démarré tout ce qui était IND et Enabling Studies. Donc, et on est en discussion avec un groupe d'investisseurs pour ce premier projet. Et on a 2 autres projets qui ciblent pas la peau, mais d'autres maladies où là, ils sont plus en early stage, en fait. Et donc, pour là, on n'a pas encore d'investisseurs qui ont montrer leur intérêt de façon concrète, mais il y a pas mal d'investisseurs qui suivent, quoi.
Ma formation, donc j'ai été formé en France, donc après donc en chimie à Nice, puis j'ai fait une école d'ingénieur et un doctorat à Galderma en fait avec une bourse CIFRE. J'ai travaillé à Galderma pendant 12 ans. Donc Galderma, c'était une société dermatologie qui ciblait c'est une société dermatologie qui cible des cibles thérapeutiques classiques pour la pharma, quoi. C'est pas du cosmétique, mais c'est vraiment de la pharma. Après 12 ans à Galderma, j'avais envie de voir un peu ailleurs et puis je me situais pas très bien dans où on voulait me positionner. Et donc, je suis parti aux États-Unis dans un hôpital qui s'appelle MD Anderson Cancer Center, qui est à Houston, qui fait partie de l'Université du Texas. Et la première chose que j'ai vue, c'est que même si c'est des hôpitaux universitaires aux États-Unis, c'est quand même des entités privées qui doivent générer de l'argent, quoi, beaucoup d'argent avec une recherche publique qui peut être qui doit être supportée par l'argent public du NIH, mais aussi avec des entités au sein de cet hôpital qui sont faites pour favoriser la création des startups et aussi aider à générer les résultats qui permettent de déclencher des financements privés ou publics. Donc, je suis resté là-bas pendant 2 ans. Là, j'ai travaillé sur la douleur. J'ai eu 2 brevets. Il y a un brevet qui a été licencié par une boîte qui est à Cleveland maintenant. Et ils sont en phase 1 en clinique avec ma molécule pour le traitement d'Alzheimer. Bon, j'ai plus aucun contact et j'ai plus aucune information sur le projet, puisque comme ils ont licencié, et ils se sont totalement démarqués de moi, quoi. Et puis, après, je suis venu au Montana en 2010, en fait. Donc, et là, en 2013, j'ai créé Dermaxon. Qui était basiquement, j'étais embauché par l'Université du Montana pour faire de la recherche. Et Dermaxon, je l'ai créé en 2013 comme une plateforme pour commercialiser les petites molécules découvertes au labo. Donc, jusqu'à maintenant, on a réussi à avoir 4 millions de dollars essentiellement en aide de l'État, quoi, du NIH, et aussi quelques contrats qui ont apporté de l'argent qui n'était pas lié à tout ce qui est contrainte qui est liée à l'argent du gouvernement, en fait. Donc, voilà. En fait, ce qui a généré cette compagnie, et si vous avez des questions, interrompez-moi, hein, parce que peut-être c'est trop basique les infos que je vous donne, et peut-être vous voulez avoir plus d'informations plus concrètes, hein, n'hésitez pas. Juste, Donc, tu es basé où au Montana? à Missoula. Ok. Donc, le Montana, bon, c'est un État où il n'y avait pas beaucoup de recherche pharma avant. Il y avait un centre GSK dans la vallée, pas très loin d'ici. Il y a un gros centre de virologie, en fait, du NIH aussi dans la vallée, quoi. Et GSK a fermé cette entité-là qui a fait ce qui a fait que les employés ont créé une biotech qui a généré des dizaines de millions de dollars maintenant, et où ils sont une cinquantaine. Du coup, et depuis qu'il y a les feux en Californie et que, vu le prix justement de la côte Est et de la côte Ouest, de tout ce qui est taxes, loyers, etc., il y a beaucoup d'immigration qui arrive au Montana, essentiellement de la côte Ouest, et qui ramènent des gens qui font des biotech dans le Montana, puisque là, c'est beaucoup moins cher et les taxes aussi sont beaucoup moins chères. Donc la structure, elle a commencé, j'ai commencé parce que j'étais frustré de faire que des molécules pour faire des articles, quoi. Et donc, en 2013, en formant cette structure, on a dû apprendre ce que c'était une société aux États-Unis. Donc, quelles sont les différentes structures légales, quels sont les frais, toute la partie administrative, et puis rester optimiste parce que des fois, quand on est scientifique et qu'on crée quelque chose de commercial, là, évidemment, le vocabulaire, il est un petit peu différent et c'est difficile de savoir tous les impacts des choix qu'on va faire. Mais en fait, c'est très simple, hein, le dépôt la création d'une société, c'est moins de $100 et on dépose des statuts et voilà, c'est terminé, quoi. Donc, l'idée comme le Montana, ce n'est pas un État où il y a beaucoup de ressources en tant qu'investissement et network, en fait. L'idée, ça a été de générer d'abord de l'argent en faisant des contrats privés. Et évidemment, comme on était une société nouvelle, les premiers contrats, c'était 2 contrats avec pour des molécules que personne ne voulait synthétiser. Et donc, c'était 2 cauchemars, mais qui ont permis de générer
aux alentours de 20 000 $, quoi. Donc ça a été la base de la société, quoi. Après, ensuite, la stratégie après qu'on voulait faire, c'est justement pour créer la richesse technologique, puisqu'on ne l'avait pas encore au départ. On avait juste la partie académique, mais encore une fois, dans une université qui n'est pas une université où il y a tout comme l'université de Texas, ça a été de vraiment trouver sa niche. Et la niche qu'on a trouvée au départ, c'était la partie topique, donc administration de topique d'une molécule, parce que les États-Unis, c'est un pays où l'expertise est fortement appréciée, c'est-à-dire, comme j'avais une expertise en dermatologie pour du topique, c'était la meilleure façon de vendre le projet. Aux États-Unis, si on n'a pas l'expertise au départ, c'est beaucoup plus difficile de convaincre les gens qui peuvent donner de l'argent, donner des contrats, de travailler avec nous. Donc, la niche, ça a été la dermatologie et la partie topique. On a choisi une maladie orpheline, puisque c'est quelque chose qui attirait pas mal les investisseurs. Donc là, l'étape suivante était un peu toujours pareil quand on crée une biotech aux États-Unis. La balance entre générer assez de résultats pour générer de l'argent et l'impact qu'ont ces résultats sur la propriété intellectuelle, sur aussi ce qu'on diffuse versus ce qu'on va vouloir vendre après, quoi. Donc, ces données ont permis d'avoir accès au projet SBIR STTR. Donc, c'est un projet, en fait, SBIR STTR ou STTR. C'est un financement public, en fait, qui est disponible pour les compagnies créées sur le sol américain. C'est censé aussi être dispo pour des entités étrangères, mais ça ne l'est pas réellement, quoi. Il faut vraiment avoir une entité américaine. Et en fait, ce mécanisme est vraiment intéressant pour des startups qui s'implantent aux États-Unis pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un mécanisme qui peut générer pas mal d'argent. Donc, il y a deux phases. La première phase, c'est aux alentours de 200 000 $. Et la deuxième phase, ça peut aller jusqu'à 2 millions de $, même voire plus. Et aussi, il y a une chose importante, c'est que ça valide la technologie. C'est-à-dire, quand on réussit à décrocher une SBIR STTR, ça veut dire que le projet a été reviewé par une douzaine d'experts qui ont validé le projet pour être fondé. C'est très compétitif, donc les chances d'avoir une SBIR, c'est aux alentours de 10%, quoi, et on doit rentrer en compétition des fois avec des entreprises qui ont beaucoup, beaucoup de moyens, quoi, ou qui sont implantées dans des universités avec beaucoup de moyens, mais c'est vraiment un mécanisme qui est vraiment unique. Et donc, ce n'est pas un prêt, il n'y a aucune contrainte pour l'utilisation de l'argent, dans le sens où tout est focalisé sur le projet. Il y a une façon de générer, il y a une partie de cet argent aussi, 7% qui est donné comme un pool d'argent qui peut être utilisé comme il veut par le porteur de projet. Et donc, c'est vraiment un système qui aide à avancer, et ça donne accès aussi à des ressources du NIH, par exemple, qui aident à former l'entrepreneur à la façon dont il vend le projet. Aussi, qui donne accès à des salons comme Bio aux États-Unis, qui permet vraiment de créer son network, quoi. Donc, encore une fois, pour commencer SBIR STTR, c'est vraiment les données essentielles qu'il faut générer qui vont donner vraiment le côté commercialisation potentielle au projet. Et donc, ça, on peut même le faire avec pas énormément d'argent, mais avec des bonnes collaborations. Les noms aussi sont importants, c'est-à-dire aux États-Unis, quand on a des noms d'experts qui collaborent ou qui rejoignent le projet, c'est vraiment une façon de déclencher des financements ou d'ouvrir des portes, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important ici, quoi. Et puis la communication aussi, puisque en fait, la communication informelle aux US, elle est très facile, elle peut ouvrir des portes, aller dans un salon d'investisseurs et pouvoir discuter avec un investisseur autour d'un verre, ça peut ouvrir vraiment des portes importantes pour déballer son pitch et créer des liens, quoi. Ensuite, après, c'est toujours la balance, hein. Si vous êtes à Princeton, ça va être le coût va être, ou à San Francisco, les coûts vont être monstrueux puisque tout est super cher là-bas, mais ça peut vous donner accès à des networking. Ou alors, si vous partez sur quelque chose de plus modeste, et ben là, vous aurez plus d'argent pour générer des résultats. Donc ça, après, c'est des choix personnels en fonction de où est votre technologie, quoi.
Après, là, il y a à construire l'équipe. Donc, j'ai entendu que oui, les salaires sont élevés aux États-Unis, les experts sont disponibles. Alors, le problème, moi, que j'ai eu pour créer l'équipe, c'est d'abord, c'est que le niveau de self-confidence, comment on dit, enfin, les Américains ont beaucoup, beaucoup confiance en eux, quoi. Et identifier les vrais experts comparés à ceux qui se vendent bien, c'est quelque chose qui est compliqué ici, quoi, dans le pays. Et donc, on peut penser travailler avec quelqu'un qui a beaucoup d'expertise et qui n'a pas d'expertise, même s'il a un CV très difficile, enfin, très, très complet. Donc, ça, c'est un challenge ici, comprendre la façon de communiquer des Américains et vraiment identifier les experts clés qui vont apporter quelque chose de important versus ceux qui apportent juste un nom. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Les collaborateurs aussi, donc les échelles de salaire, ça peut aller de 60 000 $ jusqu'à plus de 250 000 $ par an. Donc, ça dépend vraiment quel profil vous voulez. Et encore une fois, c'est très, très flexible ici. C'est-à-dire, même si on embauche quelqu'un qui peut être cher, ça peut être que le contrat peut se terminer très rapidement si vous n'êtes pas content de lui, quoi. Et les charges qu'on a sur le salaire, c'est 30%, quoi. Ce n'est pas 50% où il n'y a pas à payer la retraite, etc. C'est en gros, avec une assurance santé, on a des charges qui sont beaucoup moins importantes qu'en France, quoi. Après, encore une fois, les contrats sont flexibles. Vous n'êtes pas content de quelqu'un, vous avez terminé le projet, vous pouvez terminer la collaboration et donc vous n'êtes pas lié à la personne, quoi. Donc, et ça, c'est quelque chose qui doit se réfléchir, savoir quel degré de formation vous voulez donner à des gens, qu'est-ce qu'ils vont vous apporter au niveau motivation versus les ouvertures de network ou les expertises qui peuvent vous amener, quoi. Donc, communiquer, c'est important, quoi. Et puis ensuite, une fois qu'on a de l'argent aussi, il faut continuer à identifier des gens, mais qui peuvent vous amener un plus en étant payé. Donc là c'est plus simple parce que là, c'est clair, il y a des contrats, il y a quelque chose qui est vraiment établi. Et donc, c'est vraiment un pays où c'est facile de jouer là-dessus, mais il faut encore une fois gérer les désillusions en travaillant avec des gens qui ne fitent pas vraiment avec ce que vous vouliez ou qui n'ont pas les expertises attendues ou qui, malgré un CV, n'ont pas vraiment la motivation qu'il faut pour avancer votre projet, quoi. Un des problèmes aussi ici, c'est que beaucoup de gens sont très optimistes et peuvent vous dire qu'ils vont commencer quelque chose ou qu'ils ont un super projet pour vous. Et donc, apprendre à dire non aussi, c'est quelque chose qui est important dans ce pays. Et penser surtout aussi comme partout, quoi, à planifier son projet sur les 5 prochaines années et surtout à connaître de façon précise la quantité d'argent qu'il faut, quoi. Pour l'investissement aux États-Unis, c'est très basé aussi sur la partie équipe, quoi. C'est vraiment important de vendre l'équipe. De la façon dont on vend un projet aussi, il faut qu'il vraiment soit focalisé sur le succès et pas sur comment on va gérer les échecs. Donc, quand on vend un projet ici, il faut vraiment essayer d'éviter au maximum les plans B, les potentiels échecs ou les problèmes, quoi. Ça, c'est pas quelque chose qui doit être dans une présentation aux États-Unis, quoi. Après, comme c'est un pays qui est flexible, des fois, c'est quand même compliqué de garder une équipe, quoi. Donc, le problème, quand on a une équipe qui est en place et qu'on forme cette équipe et que cette équipe gagne en seniorité et devient plus senior, donc c'est plus facile pour eux de se vendre et donc ils ont accès très vite à des offres de poste avec des salaires plus intéressants. Le marché de l'emploi, il est très flexible ici, il est très dynamique, donc ça bouge beaucoup, quoi. Dans des grandes villes où il y a plein de labos pharma, ça bouge beaucoup entre les labos de pharma. Dans les jeunes, si on prend des jeunes qu'on les forme, ils vont très vite bouger. Donc moi, par exemple, en 2 mois, j'ai perdu 4 personnes de mon équipe parce qu'ils étaient formés, ils avaient appris beaucoup de choses et donc ils ont trouvé des super postes pour lesquels je ne voulais pas rentrer en compétition, quoi. Et tu as, Donc ça, c'est un pardon, peu… Oui, Philippe, pardon. comme ça, un peu, est-ce que c'est difficile pour toi, parce que tu es au Montana, Missoula, moi je connais un peu, c'est quand même vraiment l'Ouest américain.
C'est pas difficile de trouver des bons profils et qu'ils aient envie de rester là-bas parce qu'on a l'impression qu'ils ont tous envie d'aller sur les deux côtes, quoi, à l'ouest ou à l'est. Est-ce que c'est... Alors bon, moi j'ai commencé au Texas, à l'université du Texas. Ouais. Là-bas, c'est super simple de trouver les profils parce qu'il y a, je sais pas, dans un périmètre de 4-5 km², par exemple au Texas Medical Center, il y a des centaines de possibilités d'offres de postes. Donc là, ils bougent beaucoup et c'est facile de trouver vraiment l'expert. Au Montana, c'est beaucoup plus difficile. Mais bon, j'ai la chance d'enseigner à l'Université du Montana. Donc, en fait, je choisis les profils de jeunes diplômés qui sont intéressants et motivés, quoi, en fait. Alors, le fait de dire que les gens aujourd'hui, les gens, ils veulent aller sur les côtes, c'est plus vrai du tout, en fait, hein, puisque, encore une fois, il y en a beaucoup là, qui viennent de toute la côte ouest. Dans le Montana, là, les prix des maisons ont doublé en un an. Il y a une immigration énorme qui viennent de toute la Californie parce que c'est cher et que c'est plein de trafic, il y a les feux. Donc, c'est de moins en moins vrai qu'ils veulent aller sur les côtes et les jeunes diplômés. Surtout, ils cherchent plutôt aussi des postes en remote aussi qui leur permet de travailler depuis leur maison et dans un état où ils peuvent sortir et avoir une qualité de vie aussi. Donc, ça change le profil. Et puis bon, avoir un poste en Californie quand on est débutant, ça peut être compliqué au niveau financier parce qu'il faut avoir assez d'argent pour pouvoir se payer aussi un logement, etc. Donc c'est challenging, mais c'est là où on a accès à des employés qui peuvent être plus motivés, moins formés, mais beaucoup moins chers, quoi. Moi, les gens ici au Montana, ils peuvent commencer avec des salaires en sortant de l'université de moins de 60 000 $ avec pour un doctorant, quoi. Et à ça, on rajoute 30% de charges, donc c'est quelque chose qui n'est pas, qui est pas énorme, quoi. Donc voilà, ben, chaque État a sa spécificité, hein. Donc voilà, donc je disais après ici, ben, chaque groupe d'investisseurs a sa façon différente et son format différent pour les pitchs. Et il y a des groupes d'investisseurs où c'est très technologique pendant les 3, 4, 5 premiers meetings. Il y a des groupes d'investisseurs où ça va être très business ou très orienté vers l'équipe. Les groupes d'investisseurs où c'est très scientifique ou très technique. La personne qui prend la décision, ça peut être le financier. Et donc, il faut vraiment arriver à comprendre qui vont être les interlocuteurs pour s'adapter vraiment, pour adapter le pitch, quoi. Et surtout, ils aiment bien quand c'est assez rapide. Donc, c'est assez compliqué, mais souvent, il y a beaucoup de pitch en 5, 10 minutes, 15 minutes. Quand c'est scientifique, là, il n'y a plus de limite de temps, quoi. Et après, il faut construire sa data room, c'est-à-dire une espèce de service qui est donné aux entrepreneurs pour échanger tous les documents et pouvoir répondre aux questions. Donc, c'est toujours des processus quand un investisseur est intéressé qui prend pas mal de temps, quoi, et qui est différent selon tous les groupes d'investisseurs. Donc, même si on a des refus, ça permet quand même d'ouvrir des portes et de rester en contact avec des groupes d'investisseurs, même s'ils ont refus ou même si le projet est trop early. Ou aussi, il y a une chose importante, c'est que quand on a plusieurs projets, si on arrive à avoir un groupe d'investisseurs pour un premier projet, on gagne beaucoup de crédibilité. C'est-à-dire, quand on n'a jamais eu d'investisseurs qui sont intéressés à aucun des projets, c'est plus compliqué d'ouvrir les portes. Et dès qu'il y a un groupe d'investisseurs qui s'est intéressé à un projet, là, les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement, puisqu'on dit on a un projet sous contrat ou due diligence ou on a vendu un projet. Et là, du coup, les investisseurs vont s'intéresser même à ce projet qui est déjà en due diligence, même s'ils ne s'étaient pas intéressés avant, ou ouvrir la porte pour les autres projets. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, quoi. Vendre la compagnie ici, c'est vraiment toujours quelque chose d'important. Donc, toujours super optimiste et être prêt à vendre sa compagnie en 5 minutes, encore une fois, après un meeting, autour d'un verre ou en train de manger un morceau, quoi. Donc, ça, c'est vraiment important, quoi.
Donc après, voilà, construire aussi un groupe d'experts sur un projet, c'est important. Avoir accès à des consultants qui ne sont pas forcément des salariés à temps plein. Donc, par exemple, nous, la consultante pour tout ce qui est médical, expertise médicale, en fait, elle ne travaille pas à temps plein. On la consulte que quand on a besoin d'elle ou quand on a des pitchs, par exemple, spécifiquement pour répondre à ces aspects-là, quoi. Bon, on avait une équipe aussi dans le labo qui travaillait, qui générait les résultats, mais il faut la reconstruire assez souvent, quoi. Des experts aussi scientifiques, c'est bien. Donc, par exemple, nous, on travaille avec Dr Poller, là, qui est vraiment l'expert dans la pathologie qu'on cible. Et ça, c'est pareil, ça valide vraiment l'expertise de la compagnie. Donc, avoir des experts sur le territoire américain qui sont des key opinion leaders, c'est vraiment important, quoi. Ce que j'ai appris aussi, c'est que tout ce qui est expertise à l'étranger, c'est beaucoup plus difficile à vendre, quoi. Donc, par exemple, si on a un ponte français en dermatologie, pour des investisseurs intéressés par la dermatologie aux États-Unis, ça sera beaucoup plus difficile à vendre qu'un expert moins réputé, mais qui est sur le sol américain, quoi. Voilà, après les autres expertises, il y a plein de boîtes qui offrent de l'expertise en règle affaires, et il y a plein de congrès où il y a cette expertise qui est vendue, quoi. Donc, il y a plein de congrès spécifiques. Quand on pitch sa compagnie à des congrès aussi, on est contacté par des boîtes d'expertise. Et là aussi, c'est important de comprendre avec qui on veut travailler parce que je crois que la boîte qui mentionnait mon interlocuteur précédent, je ne sais pas si c'est celle-là ou une autre, où il y a beaucoup d'anciens experts de la FDA qui travaillent. Pour ouvrir la porte de certaines de ces boîtes, il faut commencer à aligner 50 000 $, quoi. Donc, des fois, il faut faire attention aussi quand il y a des noms comme ça qui se vendent beaucoup et après, on peut être déçu, mais les 50 000 $, on ne les récupère pas. Donc, des fois, c'est peut-être mieux de travailler avec des petits groupes qui peuvent montrer ce qu'ils ont déjà fait et qui sont plus flexibles et qui vont me demander moins d'argent en upfront qu'avec des gros groupes comme ça, très établis, où la flexibilité sera plus difficile pour une boîte étrangère et une petite structure, quoi. Donc, ça, c'est un conseil que j'ai vécu, quoi. Donc, voilà. Après le pipeline, donc voilà le pipeline de Dermaxon. Donc en fait, ici, ce qui est important, c'est que tous ces différents projets, on a toujours eu des financements du NIH où où ça a permis vraiment de passer de générer, faire une preuve de concept jusqu'au démarrage des études IND. Donc, c'est quand même avec de l'argent qui est donné, pouvoir démarrer des études IND ou aller sur le marché, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a aussi pas mal de boîtes qui sont ouvertes à des collaborations où il peut y avoir des rétributions au niveau de milestone ou de royalty, mais qui vont travailler de façon gratuite au départ. Donc ça peut se négocier aux États-Unis. Donc nous, on a par exemple une collaboration avec une boîte d'intelligence artificielle sur lequel on a fait des négociations pour, en cas de succès, de commercialisation, mais pas de paiement au départ. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire quand une boîte, elle croit vraiment en ses capacités à bouger et qu'elle a l'argent. On peut arriver à trouver des bons deals qui sont basés sur le succès sans avoir assez d'argent, quoi. Donc, les collaborations sont clés, quoi. Voilà, donc sur le premier projet, c'est où on a une discussion avec un groupe d'investisseurs. Toute la due diligence est terminée, etc. Et là, il y a des mois où on discute sur un aspect, juste quelques phrases du contrat de licensing, où là, il y a un petit désaccord qu'on doit gérer parce que la propriété intellectuelle au départ était la propriété de l'Université Washington. Donc là-dessus, on doit gérer ça. Et ça prend des fois plus de temps que les convaincre d'investir, quoi. Donc, voilà, ça, c'est des choses qui font partie des négociations. Et là, à chaque fois qu'on négocie, comme il y a un avocat qui est impliqué, aussi des frais de négociation peuvent être aussi plusieurs dizaines de milliers de dollars, quoi. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi, quoi.
Et tu peux nous donner un ordre d'idée du montant de la transaction que ça représente, enfin, ou c'est confidentiel à ce stade? C'est-à-dire les Bah, je frais sais pas, ou… non, là, tu négocies un licensing qui est sur des volumes d'affaires qui peuvent représenter quoi, des millions de dollars ou on est sur des… Ah oui, oui, c'est plutôt des millions de dollars. Ouais. Hmm, voilà. En fait, en fait, il y a généralement sur des contrats comme ça, c'est d'abord des paiements sur des milestones, puisque si… Donc, en fait, il y a plusieurs façons d'avoir les investisseurs. Hein. Il y a des groupes d'investisseurs, et c'est de plus en plus courant, qui arrivent et qui demandent le licensing de la technologie. C'est-à-dire, ils ne veulent pas investir dans la compagnie, ils veulent licencier la technologie, monter leur structure et eux prendre les rênes pour développer le produit tout en payant comment dire, le créateur du projet comme consultant et en lui donnant des equity de la nouvelle compagnie. Donc ça, c'est la première chose. Il y a plusieurs groupes d'investisseurs qui travaillent comme ça et j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus, de plus en plus. Dans ces deals-là, donc là, il faut négocier toute la partie paiement de milestone, c'est-à-dire puisqu'ils ont l'argent et qu'ils licencient la technologie, et ben donc à chaque milestone qui passe, donc il y a une rétribution qui doit arriver dans la société, quoi. Donc, et après, il y a la partie royalties, donc sur toute la commercialisation, négocier aussi un pourcentage des revenus qui seront générés, quoi. Donc là à chaque étape, ça va de quelques centaines de milliers de dollars pour les milestones à quelques millions de dollars. Et puis après, ça dépend des ventes, quoi, en fait. Mais normalement, c'est quand même, ça va. Une fois que c'est sur le marché, ce ne sera pas 20% des ventes, quoi. Ce sera plus proche de 5% ou 2% que 20%. Quoi. Et après, il y a les investisseurs dans la compagnie où là, il y a toujours la discussion, savoir à quel moment faire entrer les investisseurs et si la valeur de la compagnie est estimée à un demi-million de dollars et qu'ils importent 10 millions de dollars, la dilution va être énorme et de toute façon, celui qui a la compagnie, il va perdre les rênes de la compagnie, quoi, de toute façon. Mais nous, vu qu'on a plusieurs projets dans la compagnie, en fait, chaque projet est… une fois qu'il est prêt à être pour de l'investissement, en fait, on le sort de la compagnie, on crée une entité spécifique et on négocie sur cette entité spécifique avec des investisseurs, puisque si un investisseur investit dans la compagnie, il investit sur tous les projets et donc ça tue un peu tous les projets, quoi. Et des fois, ils n'aiment pas investir sur tous les projets. Voilà, en fait, j'ai terminé mon Merci, pitch là. merci Voilà. Philippe. Si vous avez des questions plus spécifiques sur l'implantation sur le territoire, etc., quoi. Merci. Moi, j'ai une question. Quand vous dites en fait que c'est relativement facile dans les US, c'est par rapport à la France ou bien la Oui, création par rapport… Oui, Oui, par rapport à la France, hein, en fait, bon, ça dépend les États encore une fois, hein, mais pour ouvrir une boîte au Montana, c'est 50 $. On remplit 2 formes et c'est fini, quoi. La boîte est ouverte et si on n'a pas de revenus, on ne paye rien. Il n'y a pas vraiment de retraite. Il y a pas, enfin, tout est lié une fois qu'on paye des salaires où ça devient un petit peu plus compliqué. Mais au départ, c'est très simple. d'accord. Est-ce qu'il y a les mêmes exigences qui existent en France de monter un business plan, les plans financiers pour demander les aides publiques en fait, ou bien c'est plus flexible, c'est plus facile? Non, alors, par exemple, le programme du NIH, là, sur la phase 1, ce qui est Ouais. la preuve de concept, il n'y a pas de business plan, il n'y a rien, quoi. Il y a juste vraiment 6 pages qui est focalisées sur le projet scientifique et après des documents additionnels pour montrer l'expertise, enfin, tous des documents un peu additionnels qui sont annexes, en fait. Pour la phase 2, qui est la phase où où on a accès à plus d'1,5 million minimum de dollars, en fait, là, il y a 12 pages sciences, 12 pages commercialisation. Alors, c'est un business plan qui est un petit peu spécifique au NIH, quoi. Mais là, oui, il y a un business plan. Après,
avec les investisseurs, moi, j'avais travaillé sur des business plans, mais tous les contacts que j'ai eus avec les investisseurs, on ne m'a jamais demandé un business plan. On m'a toujours demandé un slide deck qui peut être un slide deck non spécifique, c'est-à-dire que nous, on envoie, où il faut vraiment aussi avoir la projection, le timeline et vraiment l'argent de façon précise qu'on demande, sachant que de toute façon, ils ne croient pas dans les sommes que vous demandez et généralement, ils ont en tête que ça sera 1,5 à 2 fois plus cher que ce que vous demandez, généralement. Mais on ne m'a jamais demandé un business plan. Il y en a qui ont un template spécifique où il y a vraiment, c'est presque un slide deck PowerPoint, mais de business plan, quoi. Mais jamais pour le moment. Donc, on m'a tellement dit l'importance de business plan pour monter business, mais jamais. Bon, merci. C'est De rien. enregistré, hein, c'est enregistré, ça passera en replay sur YouTube. Donc, si vous voulez le diffuser à tous les Français qui veulent investir. Ouais, donc voilà, quoi. Merci. De rien. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou sinon on va passer sur notre dernier témoignage. En tout cas, merci pour ta disponibilité. Ok, Et parfait. Merci puis, Philippe. De Merci rien. beaucoup. voilà, Merci et puis n'hésitez pas à aller visiter le Montana, c'est un Ouais, état non, fantastique. On a un problème avec notre website, donc il est tombé, il faut qu'on le résolve, mais c'est le problème des petites boîtes, hein. Si on fait la science et le business, le website, on l'oublie, etc., quoi. Donc, n'allez pas voir le website pour le moment. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, hein. Voilà. On diffusera vos coordonnées. Merci en tout cas Philippe, et puis à très vite, j'espère un jour aux États-Unis pour voir ton entreprise dans le Montana. Et encore une fois, c'est un pays. J'ai passé 2 mois là-bas à Hull, pas à Hull, à Butte. Là, tu vois, Ah, Butte, ah oui. ouais. Ah oui, c'est Dingue. l'ancienne ville la plus riche des États-Unis, ouais. Voilà. Butte. Ouais. Bon, Ok. merci. Merci. Merci, Philippe. On va passer. Merci Frédéric encore pour tes choix de speakers qui sont vraiment très pertinents et encore mille merci. Donc, on va passer sur un autre sujet à présent. On a fait de la biopharma. Et là, on vous propose une petite séquence avec Rachel Reynaud, qui fait partie qui est exécutive à la Chambre de commerce franco-américaine de Floride ou de Miami. Tu vas pouvoir te présenter, Rachel, mieux que moi. Et Rachel va nous parler justement de la Floride et va nous parler également d'une action qu'elle a engagée à destination des startups de la French Tech française pour accéder à la Floride. Et on fera un petit overview global de l'industrie et notamment un petit peu parler du space qui est une industrie très ancrée sur la Floride. Voilà, je te laisse partager Merci et bonjour à tous. Et puis merci Philippe parce que c'est un retour d'expérience vraiment extraordinaire et très précis. Donc effectivement, c'était très instructif, même pour moi. Donc merci Philippe. De rien, je suis content de partager ça. Oui, mais en fait, c'est ça, c'est très précis parce qu'il y a vraiment, vous donner beaucoup d'informations très, très utiles pour justement les nouveaux arrivants et ce qu'il faut faire et ne pas faire, et c'est très, très important. Et donc, à la Chambre, effectivement, on essaye d'accompagner du mieux que l'on peut toutes les compagnies, les startups qui souhaitent s'implanter sur le territoire de la Floride. Alors moi, je représente the French American Chamber of Florida, mais aussi la French Tech Miami. Et je vais partager un écran, ça sera plus sympa en couleur avec mon petit deck qui me permettra un petit peu d'appuyer mes dires. Alors, effectivement, on a créé une plateforme online, c'est l'équivalent d'un salon virtuel que l'on a nommé Miami Live 2021. Ça sera pendant 3 jours, du 15 au 18 novembre. Je vais vous envoyer un petit lien où vous allez pouvoir vous enregistrer gratuitement et vous allez pouvoir véritablement découvrir tout l'écosystème local de toute la Floride, hein. Effectivement, on a nommé l'événement Miami Live parce que Miami, c'est un petit peu plus vendeur à l'international. Le but, en fait, c'est de vous donner une overview, donc une vision générale de la Floride par secteur d'activité avec une journée complètement dédiée à la tech. On a appelé ça The Gateway to the Americas et on va vous expliquer pourquoi. C'est vraiment la plaque tournante des Amériques.
Alors, une petite présentation de la Floride avant pour que vous puissiez un petit peu comprendre ce qui se passe. Hein. La porte d'entrée des Amériques. En termes de population, on est le 3e État des États-Unis. Alors, 52 États hein, aux États-Unis. Donc, vraiment, c'est comme des mini-pays un petit peu aux États-Unis avec leurs propres lois et leur propre système de taxes. Et on va voir tout ça. On est la 4e économie des US et la 17e économie mondiale. Bon, avant la pandémie, on était aussi très, très prisé par les touristes avec 131 millions de touristes par an. Je n'ai pas les chiffres à ce jour-là. Et alors, c'est une plaque tournante, c'est un endroit stratégique pour, en termes de plaques tournantes. Il y a beaucoup de headquarters, donc de sièges sociaux Americas, donc Latin Americas et Amérique. Il y a beaucoup. Alors, les grands groupes se servent de Miami pour diriger tout leur LATAM et beaucoup d'entreprises, moyennes, petites entreprises qui se servent de cet emplacement pour diriger leur siège Amérique du Nord et Amérique latine. Alors, par exemple, il y a, d'ailleurs, j'ai dû remarquer que le chiffre était mauvais, il y a 22 international airports, vous avez 2 spaceports, vous avez 15 seaports, vous avez un TGV maintenant qui sera disponible dans 2 ans, qui va faire Miami-Orlando en 3 heures, et bien évidemment, miles of highway. Beaucoup d'universités, donc 12 universités publiques avec beaucoup de programmes. On est classé 4e nationally en termes de recherche dans tout secteur d'activité confondu. Et je vais faire un petit focus sur les secteurs qui sont quand même beaucoup plus prisés que d'autres et je reviendrai dessus. J'essaie d'aller vite parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Alors, en termes de taxes, effectivement, on est quand même très bien placé. On est le 4e best tax climate des États-Unis. Nous n'avons pas de personal income tax, ce qui est vraiment très signifiant sur la fiche de paye pour les employés, mais aussi pour les corporates. Alors, justement, si vous voulez aller plus en détail sur tous ces détails-là, Miami Live va pouvoir vous donner accès à tous nos experts et qui vous donneront tous les détails. Alors, on attend plus de 1000 connexions, 40 speakers, 3 jours de conférence. Donc là, je reviens sur notre online plateforme du 15 au 18 novembre 2021. On aura une 50aine de stands virtuels. Et on a aussi un cross-border startup contest. Donc, on va vous communiquer tous les éléments. Donc, c'est une plateforme qui remplace le salon physique en salon virtuel. Vous allez pouvoir visiter les Virtual Expo Booths. Il va y avoir 3 jours de table ronde et un speed business networking. Vous avez une salle chat roulette système et toutes les 3 minutes, vous allez pouvoir rencontrer des entrepreneurs venant de partout des États-Unis, localement aussi bien sûr, une majorité des entrepreneurs seront locaux, mais aussi français et européens, puisqu'on a 6 chambres européennes qui participent à l'événement. Donc là, pour les gens qui seront sur place, on aura un cocktail d'ouverture avec un cross-border startup contest. Et là, toutes les entreprises, toutes les startups françaises sont invitées à envoyer leur deck. Et vous avez jusqu'au 15 octobre pour envoyer votre deck, votre présentation. Et donc, on vous communiquera tous les détails. Et donc, le but, c'est d'ouvrir et de présenter en fait les 3 jours online. Et donc, le premier jour est dédié à la tech puisque c'est French Tech Miami, hein, c'est le groupe French Tech qui représente ce jour. Florida Tech Scene is on the rise. Le jour 2, c'est Dive into Local Industries Topic. Donc, on va faire un petit parcours des industries principales. Et aussi, How to Start and Develop a Business in Florida. Et vous aurez des tables en français et en anglais avec des experts comptables qui vous expliqueront comment ouvrir une entreprise. Des avocats qui vous expliqueront comment mettre en place des statuts, comment investir, toutes sortes de questions pourront être posées et vous pourrez aussi les rencontrer auprès de leur stand virtuel.
Donc, le Cross Border Startup Contest, sachez que pour les entreprises françaises qui seront sélectionnées, on leur enverra un billet d'avion pour venir pitcher en personne devant les plus gros investisseurs locaux. Donc, on a Rive Technologies, Content Square, Manatech, Rions Venture. On a invité Blackstone, SoftBank et Silicon Valley Bank qui sont en train en fait de s'implanter sur la Floride et qui ont de très, très gros budgets pour investir dans les startups visant à se relocaliser en Floride, plus précisément à Miami pour certains. Donc, il y aura un gagnant et le grand gagnant, en fait, donc il y aura 4 startups sélectionnées. On leur envoie le billet d'avion. Je suis même en train de voir si on peut leur payer l'hôtel. Ils pourront pitcher en personne devant ces investisseurs américains. Ils seront entraînés pendant 1 mois par Effective Capital pour être sûr que vous soyez prêts, en fait, à pitcher en personne. Et il y aura un grand gagnant sur place qui sera sélectionné par les Américains. Et ce gagnant gagnera 1 an de bureau gratuit sur Miami et un stand à Emerge America. Emerge America, c'est un mini CES. Je pense que vous connaissez le CES à Las Vegas. C'est le salon dédié à la tech. Et Emerge America, c'est 35 000 visiteurs à l'année avec un focus sur le LATAM. Donc, le premier jour, un programme extrêmement riche et très chargé. Donc, notre ambassadeur des US français des US, ambassadeur de France aux États-Unis, va ouvrir et parler de France Focus on Tech. On va donner la parole au maire de Miami, Francis Suarez, qui va parler de Why is Miami's tech startup scene getting hotter, avec la présidente d'Emerge America et le vice-président de FIU, qui est le Florida International University. Et ils ont des centres de recherche aussi, ils vont parler de tout cela. French Tech 25 Unicorns by 2025, ça sera French Tech et BPI qui vont parler, et parce que BPI sera aussi là pendant le contest, parce qu'ils ont l'export développement US et Canada qui seront présents pour repérer des jeunes startups françaises. Miami Tech Opportunity and Strategy, et là, on va avoir des retours d'expérience, un peu comme Philippe, mais donc on a les 3 top success stories over the past 10 years in Miami, PayCargo, FinTech, Waterdiam, Biotech et Papa Healthcare, et modéré par Ken Russell, qui est le commissioner de la mairie de Miami. On a aussi l'honneur d'accueillir Jack Abraham et Alain Reva, qui sont des Silicon Valley guys qui ont décidé de s'installer à Miami. On parlait de qualité de vie. Je crois qu'ils en ont marre du niveau, c'est très très cher d'être sur la côte ouest, et la qualité de vie, c'est ce qu'ils recherchent. Et ils vont nous expliquer un petit peu pourquoi ils ont pris cette décision de déménager tout leur headquarter from Silicon Valley to Miami. Ce sont des billion-dollar startup founders. Ce sont des gens vraiment qui n'avaient aucun souci à rester sur la côte ouest. Donc, on est vraiment curieux de savoir pourquoi ils ont franchi le pas. Miami to become the capital of the capital avec Blackstone et SoftBank. South Florida Tech Talent Pool is growing fast. Et là, ce sont toutes les universités de South Florida et General Assembly qui vont nous expliquer un petit peu quels sont leurs programmes de recherche, qu'est-ce qu'ils mettent en place pour nous proposer des talents. Bon, là, ça va être focus on tech. Mais vous allez pouvoir aussi aller les chercher dans leur stand virtuel pour voir tout ce qui se passe dans tout secteur d'activité, biotech, healthcare, aérospace. Ils ont tous des spécificités aussi de recherche. On aura aussi Space Florida qui va être là. Pas mal de monde. Florida Tech Consortium, alors là c'est intéressant parce qu'en fait j'ai créé un collectif de tous les councils et chambers dans la tech statewide. Le but c'est de travailler sur toute la Floride et de pouvoir vous donner une overview de tout ce qui se passe par secteur en Floride. Parce qu'en fait, il y a beaucoup, par exemple, IT, c'est très développé à Jacksonville. Donc, chaque secteur a ses spécificités et ils vont nous expliquer. On a aussi Aix-Marseille et Miami-Dade qui sont des villes jumelées. Et donc,
on a la mairie, donc on est en train de voir si la maire de Miami-Dade ou PPDA, qui est le numéro 2, qui va pitcher donc Miami-Dade County. Et on a la mairie de Aix-Marseille-Provence, la chambre de commerce, la French Tech et le business développement de Aix-Marseille-Provence qui vont parler un petit peu de ce jumelage. Local Industries, ça c'est le jour 2. Donc là, vraiment, on va essayer de vous donner une overview de ce qui se passe. Alors ça, ce sont vraiment les industries qui sont prédominantes dans la région de toute la Floride, aviation, aérospace. Donc là, vraiment, on a quand même un gros pôle. On est 2e en aviation aérospace, on est 2e en satellite communication business. Je vous enverrai cette présentation si vous le souhaitez. Je pourrais vous envoyer tout cela si vous voulez aller plus en profondeur sur chaque détail. Manufacturing, information technology, financial professional services, life sciences, c'est vraiment, on est quand même vraiment bien placé. Logistique, clean tech, défense et homeland security. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va parler de Life Sciences et Biotech à 10h. On va parler de Florida, the place for aerospace, avec Space Florida. On va parler de Luxury and Retail, parce que c'est vraiment très intéressant. C'est quand même un secteur qui prédomine. Tous les sièges sociaux LATAM dans le luxe et retail sont sur Miami. Et donc, on a le président de Tiffany & Co, on a le founder de Miami Design District, on a le président de Cartier qui vont venir parler de leur place stratégique à Miami. E-commerce et logistique avec CMA CGM. On va parler aussi de Orlando et on va faire une Local Industries Overview sur Orlando parce que là, pour le coup, on a beaucoup de pas dire et il se passe beaucoup de choses aussi sur cette région, la région centrale, centrale Florida. Et le jour 3, ça sera Meet the Experts et là, vous allez pouvoir poser toutes vos questions, ce soit accounting, donc expert comptable, communication design, droit, franchise opportunity, marketing tech digital, banque, finance, business consulting, études de marché, business plan, real estate, etc. Donc, j'ai pas fini de mettre en place mes tables, mais on aura des tables en anglais et des tables en français, créer une filiale, racheter une entreprise, opportunité de franchise, wealth strategy for entrepreneurs, digital media trends, R&D tax incentive opportunities. Donc, tout cela sera très interactif. Vous allez pouvoir poser des questions et parler en direct à tous les speakers. Et donc, on a beaucoup de partenaires locaux, internationaux, qui sont ravis de communiquer auprès de leurs réseaux respectifs. Voilà. Alors, Rachel, merci. J'ai quelques questions. Tu nous as montré une intéressante carte de la Floride avec la Floride et surtout les différents secteurs industriels qui sont sur ce territoire. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce que pour un Français, c'est facile d'atteindre des cibles qui font partie justement de ces différents secteurs d'activité? Est-ce que les gens sont facilement atteignables quand on les prospecte, quand on les recherche? Quelles sont les recommandations que tu pourrais nous faire pour pouvoir atteindre nos cibles? Bon, je prends un exemple tout simple. Je veux atteindre SpaceX. Comment je fais? Oui, alors c'est en cela que j'essaye vraiment d'accompagner l'entreprise de A à Z. On met à disposition vraiment tous les contacts. On présente tous les institutionnels locaux. Donc, en fonction de la ville, déjà, on vous aide à choisir l'emplacement. Après, bien évidemment, il y a des repérages, je pense, qui doivent se faire. Il y a plein de choses. C'est un process. C'est pas du jour au lendemain. Ensuite, donc, nous, on vous oriente déjà par les spécificités en fonction des villes, des lieux. Ensuite, on vous présente les mairies locales, les business développement, comme par exemple, on travaille très bien avec Miami Didier, qui est le downtown business développement de la ville de Brickell, downtown et Wynwood. Et donc, on vous aide à identifier toutes les levées de fonds institutionnelles qui peuvent se faire en fonction de votre secteur d'activité. On vous aide à identifier les lieux. On présente Space Florida, on fait des missions de prospection, on peut faire des présentations, on peut targeter un groupe d'entreprises et vous les présenter, bien évidemment.
On vous présente aussi l'écosystème dans le sens où il est vrai que Miami, c'est assez spécifique, c'est spécial Miami. Il faut être prêt à embrasser la multiculturalité aussi, parce que c'est vraiment très spécial. Il y a toutes les nationalités qui se mélangent. Les retours d'expérience, comme celui de Philippe, c'est très, très, très important. Donc, on essaye aussi, on a par exemple les CCEF qui représentent les conseils du commerce extérieur de la France. Et on a par exemple un très grand dirigeant dans l'aviation, un très grand dirigeant dans le space, un très grand dirigeant dans tous les secteurs d'activité, la tech, tous les secteurs d'activité sont représentés. On vous présente pour que vous puissiez avoir des retours d'expérience et des accompagnements. Vraiment, on essaye de créer un support système, comme on dit, pour vous aider au maximum. Et puis après, il y a plein de spécificités en fonction du secteur d'activité, en fonction du projet. On parlait de business plan, études de marché. Il y a aussi l'aspect legal immigration qu'il faut prendre en compte. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Et on vous donne toutes les informations et on vous accompagne durant tout le process. Très bien. Ben, je crois qu'on va arriver à la fin de la journée en France. Tu sais, Rachel, pour toi, ça commence. Nous, Ça on commence. continue. Un grand merci. Les informations concernant Miami Live vont être diffusées à l'intégralité des startups. On attend pas mal de candidatures. N'hésitez pas à vous inscrire. On restera en contact avec Rachel pour avoir un maximum d'informations vous concernant. Ça reste quand même un programme qui est ouvert à des entreprises qui ont un produit déjà sur étagère. Ça peut être intéressant. J'en vois certains qui sont dans l'assistance qui vont faire le CES de Las Vegas et de commencer à vous… Ça peut être une bonne pratique de test aussi, de voir un peu comment va réagir le marché, Est-ce que je pense notamment à Hassan qui a une proposition de valeur et c'est un gros pôle logistique, la Floride, donc ça peut peut-être être une piste pour toi à réfléchir. En tout cas, un grand merci. Merci à toi de m'avoir invité. Et je vous envoie un petit link Techno West dans le chat. Si vous voulez vous inscrire déjà pour vous inscrire et prendre les tickets sur les 3 jours. Comme ça, vous aurez des reminders. Et je vais t'envoyer bien évidemment ce lien avec tous les comment dire, j'essaie de trouver le chat. Oui, le chat. Discussion. Vous pouvez vous inscrire sur Hopin dès maintenant. Vous verrez tout le programme qui va continuer encore d'évoluer. Voilà. Et puis, on vous enverra tout cela par le biais de Marc et de Frédéric. Merci beaucoup, Rachel. Merci. Je voudrais remercier chaleureusement notre ami Frédéric Hurster, pour ceux qui ne le connaissent pas. Le voilà, qui est donc chargé d'accompagnement en innovation. Il s'occupe également d'international pour la Technopole d'Esther à Limoges. Et le remercier chaleureusement pour nous avoir mis en relation avec ces 2 experts. Oui, de la merci biotech et de la pharma, ça a été très enrichissant. Et je rappelle à tous de l'assistance que ce webinaire, vous le retrouverez en replay dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube. Et je crois que celui-là, en l'occurrence, il y aura des bonnes instructions. Marc, juste un petit détail, l'accompagnement est gratuit. Ok, ce n'est pas un petit détail. Voilà. Ah, l'important, c'est que vous réussissiez votre implantation. Donc, alors, juste Rachel, il y a quelques petits messages. Thierry dit « Tout est sold out ». Alors là, il y a un problème. Hein. C'est vrai? Non. Sur Hopin? Tout est vendu. Tout est vendu. Non, alors allez-y, c'est que j'ai dû bloquer. Allez-y, d'ici 5 minutes, je vais débloquer des tickets. Allez, c'est parti. On va s'inscrire, on va voyager avec toi. C'est super intéressant. C'est que j'ai dû vendre des tickets depuis hier, c'est très bien. Bon, merci à tous d'être restés jusqu'au bout.